à tous et bienvenue sur le plateau de À vos droits. Aujourd'hui, l'émission sera consacrée à la santé numérique. Je suis en compagnie de Charles Franec et d'Axel Fauvet. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Alors, la crise du Covid a accéléré l'émergence de certaines pratiques numériques et les a rendues parfois incontournables, voire indispensables. En effet, le confinement ayant rendu impossible les contacts physiques, il a fallu trouver d'autres solutions. C'est ainsi dans un contexte de pandémie mondiale que la santé numérique s'est imposée comme essentielle. Mais avant toute chose, Charles, pouvez-vous me donner une définition de la santé numérique ? Eh bien, la santé numérique peut être définie comme l'ensemble des technologies de communication et de transmission des données aux services de santé. Elle peut être aussi appelée e-santé ou santé connectée. Et plus concrètement, elle concerne l'ensemble des applications qui peuvent être sur votre smartphone pour compter les pas par exemple, ou bien les logiciels d'aide à la prescription des médecins. Elle concerne donc un domaine très large et aussi bien le patient que le médecin. Mais aujourd'hui, on entend plus en plus parler de télésanté. Axel, pouvez-vous me dire en quoi ça consiste et en quoi cela comporte ? Oui, donc la télésanté regroupe l'ensemble des activités qu'un professionnel de la santé et son patient peuvent passer au travers du numérique. Il faut différencier le télésoin de la télémédecine. Le télésoin étant réalisé par un professionnel paramédical ou un pharmacien pour suivre ou aider un patient, alors que la télémédecine, c'est la réalisation d'un acte médical par un professionnel médical, c'est-à-dire un médecin ou une sage-femme par exemple. Et dans cette télémédecine, on regroupe 5 types d'actes, donc la téléconsultation, la téléexpertise, la télésurveillance, la téléassistance et la régulation médicale à distance par le SAMU. Alors nous avons bien compris que la santé numérique était indispensable, mais qu'en est-il des droits fondamentaux des patients, Charles ? Eh bien, le patient, qu'il soit devant un écran ou devant son médecin, garde ses droits fondamentaux. On a vu, notamment avec le Covid-19, l'émergence de nouveaux modes de communication entre les patients et les médecins, et ils mettent en jeu la médecine d'aujourd'hui. Le code de déontologie médicale, qui est un code qui regroupe l'ensemble des bonnes pratiques pour le médecin, doit, selon certains experts, être revu pour s'adapter à ces nouveaux modes de communication. Mais même sans cette mise à jour, les patients restent protégés. La question qui peut rester en suspens concerne la protection de leurs données de santé lors de ces échanges, mais elle a été régulée en 2016 par le Règlement général sur la protection des données. D'accord, merci Charles, mais nous savons aujourd'hui que le numérique n'est pas sans risque. Qu'en est-il de nos données de santé ? Pour les données de santé, il existe et il existera toujours un risque. On peut se demander ce qui se passerait si quelqu'un de malveillant écoutait la conversation entre un médecin et son patient. Dans les faits, toutes les structures qui traitent des données de santé et qui les recueillent sont concernées par la protection encadrée par le Règlement général sur la protection des données de santé, la protection des données et la communication, la CNIL. Mais on a pu voir certaines failles de sécurité, notamment avec l'application Tous Anti-Covid en août 2021, qui a connu une faille majeure, alors même que le gouvernement l'a créée de lui-même, sans passer par les géants du numérique pour éviter ce genre de faille. D'accord. Axel, on parle de plus en plus d'ubérisation de la santé, d'un patient client, notamment avec la e-santé, mais aussi avec les objets connectés destinés à un patient sain comme à un patient malade. Pouvez-vous nous dire en quoi cela comporte ? Alors oui, effectivement, c'est un phénomène qu'on voit avec l'apparition des applications qui permettent la mise en relation entre un professionnel de santé et le patient, puisque effectivement, ces applications viennent modifier profondément la relation historique qui pouvait exister entre ces deux acteurs. C'est un phénomène qui est particulièrement observable avec les applications de prise de rendez-vous en ligne, puisque finalement aujourd'hui elles deviennent de plus en plus indispensables aux médecins s'ils veulent espérer se créer une patientèle, mais en même temps paradoxalement ces applications n'encouragent pas les patients à rester fidèles à un médecin traitant, justement en leur proposant finalement le rendez-vous le plus rapide et celui le plus proche de chez eux, qu'importe le médecin finalement. Et c'est vrai que ça peut poser un certain risque et un danger quant à la prise en charge des patients, puisqu'au final, une bonne prise en charge du patient, elle s'assure par une relation de confiance qui existe entre un médecin et son patient, une relation qui ne peut se bâtir que dans le temps. On remarque également que, fruit d'une démocratisation de l'utilisation d'Internet, le patient est de plus en plus scientifiquement éduqué sur sa santé. Cet investissement s'illustre par ce qu'on appelle la démocratie sanitaire. Pouvez-vous m'expliquer cette notion ? Donc oui, effectivement, donc l'ARS définit la démocratie sanitaire comme une démarche qui vise à associer l'ensemble des acteurs de santé dans l'élaboration de la mise en œuvre de la politique de santé, donc par le dialogue et la concertation. Et elle repose sur 3 piliers, donc la reconnaissance des droits
individuels et également des droits collectifs des patients, et également la reconnaissance et le renforcement des compétences individuelles des patients pour agir. Et donc il est évident que le numérique permet à ces patients de mieux s'informer et donc de pouvoir faire valoir leurs droits plus facilement. Pour autant, il y a un certain encadrement et une régulation qui doivent être mises en place pour s'assurer que cette démocratie reste saine avec des bonnes informations transmises aux patients. D'accord. Mais Charles, dans l'actualité, nous avons pu voir l'apparition dans certains magasins de cabines de téléconsultation. Pouvez-vous nous dire en quoi cela pose peut-être un problème ou est-ce une bonne chose dans la relation patient-médecin ? Eh bien écoutez, je pense que les cabines de téléconsultation peuvent être très utiles et il n'y a qu'à imaginer les bénéfices qu'elles pourraient apporter, notamment en termes de gains et d'efficacité dans les déserts médicaux. Il faut garder à l'esprit que les données traitées dans le cadre des consultations dans ces cabines doivent être encadrées et sécurisées par les règlements dont nous avons parlé précédemment. Et tant qu'elles respectent les règles d'hygiène et de sécurité auxquelles on peut s'attendre, ça me semble une très bonne idée. Elle révolutionne la relation patient-médecin et elle participe également à l'ubérisation du domaine de santé. Axel, on voit de plus en plus dans certains postes publicitaires l'apparition de mon espace santé. En quoi c'est une grande avancée dans le secteur de la santé numérique ? Alors oui, donc mon espace santé, effectivement, c'est la nouvelle plateforme qui est quelque part l'héritier en fait du dossier médical partagé, puisque c'est un espace sur lequel on peut stocker nos dossiers et nos données de santé, et toutes ces données sont évidemment protégées et la protection est assurée par l'assurance maladie. Mais c'est également plus que ça, puisque c'est également une place sur laquelle on trouvera une messagerie sécurisée, un carnet de santé qui permet de gérer en ligne nos rendez-vous médicaux, et également un listing qui proposera un listing de catalogue de services numériques de santé garanti par l'État. Donc finalement, cette plateforme, elle ambitionne à regrouper en un seul lieu en fait tout ce qui est nécessaire à assurer aux patients une bonne prise en charge par les professionnels. Et également, c'est vrai que même plus tard, elle ambitionne, à terme, le vrai avantage de cette plateforme, ce sera aussi de recueillir des critiques, des avis des usagers du service pour l'améliorer, et également de centraliser en un seul lieu toutes les informations officielles pour éviter toute désinformation. Merci à vous deux de nous avoir éclairés sur le sujet de la santé numérique. On retiendra que le numérique en santé propose indéniablement des solutions à un problème de santé publique, mais également une amélioration en ce qui concerne la coordination du système de santé. Toutefois, il est nécessaire que ces pratiques soient encadrées, notamment en ce qui concerne les données de santé. Merci à vous de nous avoir écoutés et à bientôt dans À vos droits. Merci.